Parce que certains vous dites qu'on doit couper le cordon avec la puissance coloniale de l'époque, mais vous décidez d'aller vous mettre derrière la Russie, qui prendra simplement la place de la France. Ben ça, c'est ce que j'appelle la propagande. Alors, votre idée est portée par le concept de souveraineté économique, principalement. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par la souveraineté économique? Ben, vous savez, il y a eu l'Afrique de Berlin. C'est-à-dire en 1884, les grandes puissances se sont réunies et puis ils ont partagé l'Afrique en plusieurs enclos, dont la Côte d'Ivoire. C'est pas nous qui avions choisi le nom, hein. C'est eux qui l'ont choisi, avec pour seul objectif de extraire des matières premières et donc et nous vendre des produits finis. C'était la loi, disons, du colonialisme, et cette loi du colonialisme était garantie par deux instruments fondamentaux. L'armée coloniale, qui n'est pas venue par négociation, qui est venue par agression, pour prendre possession d'un territoire. Et puis la monnaie qui nous prive de nos épargnes, de nos réserves en devises et qui, ma foi, nous empêche d'utiliser nos devises pour investir dans des secteurs que nous-mêmes nous choisissons. Donc ces deux instruments-là font que, ma foi, la Côte d'Ivoire et l'Afrique, généralement, n'ont pas pu décoller. Et puis il y a un troisième élément qui s'est ajouté, c'est les contrats de concession. Vous savez, on prend une mine d'or, on concède à une multinationale. La Côte d'Ivoire, 5-10%, et puis la multinationale à 90%. C'est comme le gaz, c'est comme le pétrole, c'est comme le cacao. Même le cacao, les licences sont inaccessibles aux producteurs même du café et du cacao, compte tenu des cautions énormes qu'on demande. Et donc les paysans sont expropriés de leurs produits. Et donc tous ces rapports asymétriques-là ont été construits à l'époque coloniale. Aujourd'hui, ça a évolué entre-temps. Ben, ça a évolué, mais ça n'a pas encore atteint un niveau où on peut parler de plein emploi. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'Ivoiriens dans le système scolaire. On a près de 8 millions de jeunes, de CP1 jusqu'à l'université. Et chaque année, on a 400 000 diplômés. Et sur les 400 000 diplômés, il n'y a que 100 000 qui trouvent un emploi moderne et durable. Les autres se débrouillent dans le secteur informel et en exil. Et donc, il est temps de changer de rapport de production entre l'Occident, qui nous a colonisés, et l'Afrique qui a été colonisée. Et ce rapport de production, c'est de passer de l'économie des matières premières à une économie industrialisée de matières grises, où on peut absorber l'ensemble des jeunes qui sortent de l'école. Donc, la souveraineté est un impératif catégorique. Si nous voulons sauver la jeunesse, et si nous voulons même transformer l'école. Parce que vous savez, les écoles aujourd'hui, c'est à l'image de l'école coloniale, c'est-à-dire on délivre des diplômes, mais il n'y a aucune qualification. Je prends l'exemple toujours d'un diplômé de mécanique. Au tableau, il est excellent. Mais vous le mettez devant un moteur et il ne sait même pas comment faire pour démonter un moteur. Ça, c'est être diplômé sans qualification. Nous devons changer cette logique-là pour passer des diplômes à la qualification, c'est-à-dire le savoir-faire et le savoir-faire faire. Alors, ça fait beaucoup d'idées que vous entremêlez, qui s'entrechoquent dans ce premier développement-là. Awa Domelo, installé au palais présidentiel, ce serait quoi les premières décisions, si vous en aviez 3? Ben, la première décision, c'est d'abord une loi d'amnistie pour apaiser la vie politique. Parce que vous savez, le multipartisme a engendré beaucoup de frustrations, beaucoup d'arrestations, beaucoup de personnes qui ont été exclues de la compétition électorale ou qui sont encore en exil ou en prison. Donc il faut une loi d'amnistie pour apaiser le climat politique et le climat social. Et donc après... Il y a eu des lois d'amnistie par le passé. Est-ce que vous pensez que ça produit l'effet escompté, tel que vous le décrivez? Ben non, parce que la logique multipartisane fabrique ses propres exclusions et utilise tous les instruments. Donc on peut libérer un aujourd'hui, demander en prison 2. Toujours dans la même logique du parti-État. Donc l'amnistie ne réglerait pas le problème. Ben justement, c'est pour cela il faut un État démocratique. Et donc, pour moi, la démocratisation de l'État de Côte d'Ivoire est une nécessité. Et elle passe par la création d'une institution d'inclusion, c'est-à-dire ce que j'ai appelé le Conseil des sages, qui serait, je vais dire, le reflet de l'ensemble des forces politiques, mais aussi des anciens chefs d'État. Et ce Conseil des sages-là va permettre d'avoir une commission électorale indépendante, forcément, puisqu'on va lui soumettre, je vais dire, la commission électorale, on va lui soumettre tout ce qui est république, c'est-à-dire la justice, etc., pour que les juges soient suffisamment neutres, parce que choisis d'une manière consensuelle, et que la liste électorale soit neutre, parce que choisie d'une manière consensuelle, et que le découpage électoral ne soit pas asymétrique au profit du parti au pouvoir. Donc tous les instruments qui divisent la Côte d'Ivoire doivent faire l'objet d'un consensus national. Et c'est comme ça qu'on peut créer les conditions du jeu démocratique. C'est-à-dire où il y a un arbitre, et puis la République fonctionne normalement, et les libertés démocratiques sont garanties par une justice indépendante. Mais dans ce système-là, qui aurait l'opportunité de la nomination des membres du Conseil de sages, c'est le président de la République? Ben forcément, ça reviendrait à la case départ. Non, parce que les anciens chefs d'État, c'est pas moi qui les ai nommés chefs d'État. Ils sont automatiquement membres. Les extirper du Conseil. Ils sont membres du Conseil d'État, du Conseil des sages. Voilà. Et puis les partis politiques les plus influents, ceux qui sont représentés au Parlement. Et puis vous avez la communauté religieuse et traditionnelle qui est là. Et puis vous avez des leaders de la société civile qui peuvent être choisis pour être membres du comité des sages. L'essentiel, c'est qu'on ait une démocratie inclusive et que le jeu démocratique soit l'affaire de chaque différence. Parce que c'est la synergie des différences qui fait le jeu démocratique et non l'exclusion. Dans votre développement sur la souveraineté économique, vous avez touché du doigt une question que vous évoquez souvent, la monnaie, le franc CFA. Vous, une fois à la tête de la Côte d'Ivoire, vous engagerez une nouvelle réforme de cette monnaie? Pas forcément, puisque dans tous les cas, l'Afrique de l'Ouest a déjà engagé des réformes dans ce sens-là. Ils ont mis en chantier... la monnaie éco? Voilà, ils ont mis en chantier l'éco, mais vous savez comment l'histoire s'est terminée. Est-ce que l'histoire est terminée? Non, elle n'est pas terminée, mais elle a été mise en mal. Pourquoi? Par l'ancienne puissance coloniale avec notre Vous président. y voyez au sabotage de la France? Évidemment, la France n'a aucun intérêt à se débarrasser du CFA. C'est un matelas de réserve en devises pour la France. Et donc elle n'a aucun intérêt, aucun. Et donc toutes les manœuvres nécessaires pour conserver ce matelas-là, vous savez que nos réserves en or sont en France.
Et donc, si vous avez votre réserve en devise en France, vos réserves en or en France, c'est comme si vous travaillez et puis c'est quelqu'un d'autre qui gère votre salaire. Il est bien évident qu'ils ne vont jamais autoriser à ce que vous investissez en étant en concurrence avec celui qui gère votre salaire. Et donc, la question de l'industrialisation est forcément liée à la souveraineté monétaire. Sans souveraineté monétaire, on n'a pas les moyens de notre politique. On peut faire de beaux programmes, de beaux discours, mais c'est ceux qui financent, en dernière analyse, qui, parfois, décident des projets à financer. Et donc, comme vous le constatez ces derniers temps, on a une vague de croissance tirée par le bâtiment et les travaux publics, parce que c'est nécessaire pour évacuer les produits finis de l'Europe vers l'Afrique, mais aussi nécessaire pour évacuer les matières premières de l'Afrique vers l'Europe. Donc, c'est des investissements qui arrangent le système. Mais vous ne verrez jamais, à part les 2 décennies de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, où grâce à laquelle stable, vous pouvez amener une politique vigoureuse de création de 60 à 80. Mais on a vu comment ça s'est terminé. Ça a été démantelé, privatisé, vendu. Et aujourd'hui, on est privé de ce potentiel industriel-là. La Côte d'Ivoire s'est désindustrialisée. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment justement qu'il y a une réindustrialisation aujourd'hui? On a une croissance qui était basée sur une économie de rente. Aujourd'hui, il y a un début de transformation. On est proche des 50% de transformation, par exemple, au niveau des fèves de cacao. Est-ce que c'est un bon point ou vous estimez qu'on peut faire mieux? Que vous ferez mieux? C'est une transformation de l'extérieur par l'extérieur et pour l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les multinationales s'approprient notre économie et nous n'avons pas la possibilité d'investir parce que tout simplement nos devises ne nous appartiennent pas. Et nos épargnes même sont dans des banques, je vais dire, qui ne nous appartiennent pas. Il y a un frémissement d'industrialisation, mais c'est une croissance qui est tirée de l'extérieur et pour l'extérieur. Aujourd'hui, il faut rendre endogène le développement industriel. Et comment? Justement, c'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez le paysan, il est encore dans l'informel. Il est dans l'informel, alors que beaucoup d'enfants de ces paysans-là sont à l'école, où ils ont appris à gérer des entreprises. Donc il faut passer du statut de paysan au statut d'entrepreneur agricole, pour que les fils de paysans prennent en main le projet d'entreprise agricole et qu'on passe vers une industrialisation de l'agriculture. C'est comme les mines, hein. Vous avez beaucoup d'empaillage informel. Il est question de donner une forme à tout cela pour qu'on puisse passer d'une économie informelle à une économie formelle. Et c'est tous ces changements-là qui vont permettre d'amorcer. Parce qu'on a un gros potentiel en matière d'industrie agricole. Et donc, nous pouvons amorcer le développement par l'industrie agricole. Évidemment, ça demande beaucoup d'énergie. Parfois, on a de solaire, on a de la biomasse, on a plein de sources d'énergie potentielles pour, développer l'industrie. Même en milieu rural, c'est-à-dire le conditionnement des produits pour ne pas que ça périsse en brousse. Ça, c'est le minimum. Et puis ensuite, les semi-transformations et les transformations selon toute la chaîne de valeur ajoutée pour que la valeur ajoutée revienne aux opérateurs économiques nationaux. Il est bien évident que l'une des conditions aussi, c'est les pistes. Hein. On a à peu près 200 000 km de pistes non praticables en toute saison. Donc tout le vivrier qu'on produit, il y a une bonne partie qui reste dans les plantations et qui ne peut pas sortir. Donc il faut passer des grosses infrastructures de prestige aux petits travaux pour transformer nos pistes en route. Vous avez beaucoup parlé des paysans, du monde agricole. Récemment, le prix du cacao et du café ont connu une hausse. On est passé par exemple pour le cacao de 1800 à 2800 francs CFA, qui est historique, ça n'a jamais été le cas en Côte d'Ivoire. Comment vous analysez cela et quelle posture vous adopteriez-vous une fois au pouvoir sur est-ce que vous maintiendrez le système de stabilisation du prix ou vous ferez comme le Cameroun où on peut vendre à des prix très importants, sauf que en fonction des fluctuations, le paysan peut toucher moins? Oui, disons que, évidemment, ça a monté à 2800, ce qui est une bonne chose par rapport aux 2000 du passé, mais le marché international indique 6000 francs le kilo. À qui profite cette différence-là? Voilà, pour moi, la transformation de l'économie agricole doit permettre aux paysans producteurs d'aller de la plantation jusqu'à l'entrée-usine pour tirer le maximum de ses propres produits. C'est comme la femme qui fait du vivrier. C'est pas quelqu'un, elle va au marché et puis elle vend son produit et puis elle a son argent. Je veux dire, il n'y a aucune raison aujourd'hui, dans une économie comme la nôtre, où on a une classe moyenne, fils de paysans qui connaissent l'économie, qui connaissent le marché international, de ne pas réorganiser, sortir l'agriculture de l'informel pour que le paysan lui-même, à travers ses fils, puisse vendre son produit à l'extérieur. J'étais à Moscou tout dernièrement, vous savez, le prix du kilo. Vous savez à combien ça s'achète là-bas? Non, dites-nous. Près de 10 000 à 12 000 le kilo. C'est fort? Eh bien oui, si on convertit évidemment. Donc vous voyez qu'il y a des niches de marché que le paysan avec ses enfants, en sortant de l'informel, est capable de décrocher pour se faire une marge. Aujourd'hui, les techniques d'industrialisation ne sont pas compliquées. Je vais dire pour conditionner, pour transformer le cacao en chocolat, c'est des technologies simples. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui le font aujourd'hui. Donc ces technologies-là, on peut les enseigner dans des écoles. C'est pour ça qu'il faut transformer l'école pour qu'on passe du savoir au savoir-faire, du diplôme à la qualification. Certains vous diraient, c'est bien beau de dire de transformer l'école, mais comment on transforme l'école? Quel est votre plan pour la transformation de l'école, si vous en avez un? D'abord, toute transformation commence par le financement. Si vous n'avez pas le financement, c'est pas la peine. C'est comme si vous avez un beau dessin d'une belle villa à laquelle vous rêvez, mais vous n'avez pas accès au crédit, vous n'avez pas de ressources. Donc votre rêve va rester là dans vos poches, dans vos tiroirs, ça ne va jamais se réaliser. C'est pour ça la question, je vais dire, de l'indépendance et de la souveraineté monétaire est au cœur. La Côte d'Ivoire a un PIB aujourd'hui qui est incroyablement élevé. Mais quelle est la part qui revient aux nationaux? Rien du tout.
Et donc, il faut augmenter cette part-là au profit des acteurs nationaux pour que l'épargne reste en Côte d'Ivoire. Et c'est lorsque l'épargne reste en Côte d'Ivoire que l'État peut s'enrichir et se donner le moyen de financer une nouvelle école. Vous savez, comme je dis, on exporte la matière première, mais on achète beaucoup de produits finis. Les véhicules. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, c'est rempli de véhicules, mais on en produit combien? Même pas les pièces détachées. Regardez un peu les médicaments. On en consomme combien par jour en Côte d'Ivoire? Mais on en produit aucun médicament. Donc il y a toute une restructuration de l'économie et un nouveau rapport entre nous et l'Occident qu'il faut définir. Mais ça demande un régime qui soit souverain. C'est lorsque vous avez réalisé les grandes ruptures qui nous relient encore à l'ancienne puissance coloniale, telles que la défense, telles que la monnaie, que vous êtes capable de vous approprier. Et puis tous les contrats de concession. Comment vous pouvez imaginer que Orange ou chaque Ivoirien consomme des cellulaires, des data, etc. et que la Côte d'Ivoire n'est que 5% dans le capital? C'est pas normal. Alors que toute l'infrastructure a été construite depuis le régime Houphouët-Boigny. Donc il y a des contenus locaux qu'il faut développer en revisant l'ensemble de ces accords-là. Mais vous savez, c'est ce qu'on a tenté dans les années 2000 et vous connaissez la suite. Une rébellion, une guerre, etc. Et puis on a été éjecté du pouvoir. Mais cette fois-ci, on n'est plus seul. Si on prend le pouvoir, on saura créer les conditions de notre défense et de notre sécurité et engager la Côte d'Ivoire sur le chemin de la souveraineté. À 20 jours du scrutin, est-ce que votre projet de société est prêt? Comment il s'intitule? Ah oui, on a intitulé ça les 42 opérations pour transformer la Côte d'Ivoire. Ça représente quoi, 42 opérations? C'est des opérations qui permettront non seulement de démocratiser la Côte d'Ivoire, mais en même temps de passer d'une économie dominée à une économie dominante, et de passer d'une économie de matières premières à une économie de matières grises, et en même temps de changer l'école, de changer le système de santé. Comme j'ai indiqué tout de suite, il faut développer des technopoles pour qu'on puisse produire localement le minimum. On n'est même pas capable de produire une pièce détachée. Alors qu'aujourd'hui, chaque école, moi je voyage beaucoup, chaque école, il y a des incubateurs, il y a des startups, il y a tout un environnement qui permet à l'élève non seulement d'apprendre, mais d'innover. Et cette innovation-là permet au pays de se développer dans la mesure où on a un potentiel de brevets qu'on n'imagine pas. Prenez le cas de la médecine traditionnelle. C'est un gisement énorme de brevets qu'on peut développer. Chaque brevet est une industrie potentielle. Et donc, en créant des startups, en créant des incubateurs, en créant des pépinières d'entreprises et des zones d'innovation, on est capable de booster le développement industriel. On aura même besoin de main-d'œuvre. Dans ces 42 opérations que vous entendez développer pour la Côte d'Ivoire, quels sont les prioritaires? D'abord, le véhicule démocratique dont je décris à travers le Conseil des sages et de loi d'amnistie, et puis les leviers de la souveraineté, à savoir la question de la défense et de la sécurité. Pour moi, les bases coloniales, les bases militaires coloniales ont vécu. Elles n'existent pratiquement plus aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Les accords de défense existent bel et bien. Nous sommes dans un environnement technologique où vous pouvez être, je sais pas moi, en France, et puis attaquer la Côte d'Ivoire à travers les nouvelles technologies de défense et de sécurité. Vous pouvez avoir des sous-marins, vous pouvez avoir toutes les technologies. Et puis même, en un rien de temps, vous pouvez transporter, héliporter, ou même utiliser les cargos pour faire débarquer des chars et tout un contingent. Donc, c'est pas la question d'être présent ou de ne pas être présent. C'est les accords de défense. Il faut tout simplement, je dirais, évidemment, on aura toujours besoin de coopérer avec la France, mais à notre condition. Comme je dis toujours, on prendra le meilleur là où il se trouve. S'il se trouve en France, on ira chercher. Mais s'il se trouve ailleurs, on n'a plus de raison d'avoir un accord de type monopolistique sur la défense et la sécurité. Il faut pouvoir s'ouvrir. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est ouverte déjà. Elle est ouverte vers la Turquie, vers la Chine. Mais les accords de défense existent toujours. C'est ça qui constitue la pierre angulaire et que j'appelle les derniers liens de la colonisation. Il faut les annuler. Si ce n'est plus utile, il faut les annuler. Mais pourquoi ça existe? Ça veut dire qu'il y a un intérêt. Et donc, pour moi, il faut les annuler. C'est comme les accords monétaires. Les accords monétaires, aujourd'hui, si vous voulez commercer avec la Chine ou la Russie, vous êtes obligé de passer par la France, avoir le visa de la France, parce que vos dollars et vos euros se trouvent en France, selon les accords monétaires. Et donc, vous ne pouvez pas outrepasser, je vais dire, ce chemin-là. Et quand un pays comme la Russie fait l'objet des sanctions, SWIFT est impraticable. Et donc, vous ne pouvez pas commercer avec... il y a des choses à prendre en Russie, il y a des choses à prendre au Brésil, il y a des choses à prendre en Chine, il y a des choses à prendre un peu partout dans un monde multipolaire. Nous voulons le meilleur pour la Côte d'Ivoire et non un monopole de l'ancienne puissance coloniale. C'est pour ça les accords monétaires, les accords de défense, il faut... Comment vous pouvez concevoir qu'après 60 ans, plus de 60 ans d'indépendance, on n'est même pas capable de fabriquer un pistolet pour nos policiers? C'est incroyable quand même. Mais tout simplement parce que c'est un monopole, un marché réservé à l'ancienne puissance coloniale. Et donc, il faut développer une industrie militaire pour avoir la capacité d'échapper aux embargos, à toutes les sanctions qui ont frappé la Côte d'Ivoire. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même un début. Parce que moi, selon certaines sources, il y a des équipements qui sont pris en Chine, par exemple, en Turquie, et vers bien d'autres partenaires. L'industrie militaire est une nécessité. Parce que nous sommes dans un monde où la sanction devient une arme politique. Et donc, lorsque vous développez, je vais dire, une politique sécuritaire qui n'arrange pas l'ancienne puissance coloniale, vous êtes frappé d'embargo. Et donc, même les munitions, vous ne pouvez plus les avoir. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? Parce qu'aujourd'hui, l'ancienne puissance coloniale était le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ça n'est plus. Donc, est-ce qu'entre-temps, beaucoup de choses n'ont pas changé? Est-ce qu'il n'y a pas un début de volonté, justement, de se défaire de cette tutelle historique? Mais c'est ça, moi, je veux accélérer. À quoi servent ces accords?
Moi, je vais accélérer le processus pour qu'on soit libéré. Je vais accélérer le processus pour que tous les contrats de concession asymétriques soient tout simplement révisés au profit de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Parce que vous voyez, si on veut industrialiser la Côte d'Ivoire, prenez le secteur de l'électricité. Mais vous savez combien coûte le kilowattheure d'électricité en Côte d'Ivoire comparé au kilowattheure d'électricité en Chine, qui est notre concurrent immédiat en matière d'industrie. Mais si vous n'êtes pas compétitif en matière d'électricité, vous ne pouvez pas développer l'industrie. Or, le coût de l'électricité est très élevé en Côte d'Ivoire, tout simplement parce que tout le circuit est privatisé. Et donc, ceux qui détiennent ces concessions-là cherchent beaucoup plus de profit qu'un service à l'industrie. C'est comme les télécommunications, c'est comme le carburant. Aujourd'hui, le coût du carburant, regardez un peu. Le litre de super, combien ça fait? Mais allez-y un peu en Chine, en Inde et en Russie, ce n'est rien du tout. Comme je dis toujours, le litre, vous êtes à la station, vous faites le plein, c'est 250 francs le litre. Ici, on a 800 et quelques. Donc, vous voyez qu'en développant des rapports, nous sommes capables d'avoir une capacité, je vais dire, de baisser la cherté de la vie. Et en même temps, une capacité d'avoir un service pour l'industrie. Parce que si vous produisez des usines et que ce que vous produisez, ce n'est pas compétitif au niveau international, vous allez être écrasé par les géants. Donc, il y a tout un ensemble d'environnements à créer pour que nous puissions passer d'une économie des matières premières à une économie industrielle. Dans les conditions actuelles, ce n'est pas possible. Est-ce que dans vos 42 opérations, il y a un pan important pour les infrastructures? Là, je pose la question à l'ancien directeur général du BENET, oui, qui, chaque fois qu'il a eu l'occasion de prendre la parole publiquement, a dénoncé une sorte d'infrastructure de prestige sous le régime RHDP. Oui. Ça veut dire que vous ne feriez pas de 6e pont, de 7e pont, de 8e pont une fois à la tête de l'État? On fera toujours des ponts. Mais ce que je veux dire, c'est que... pourquoi dénoncer ce que fait non, parce que ça coûte cher. En ce moment? Le gré à gré n'est jamais une bonne pratique. Le gré à gré, on connaît tous ce que ça cache. Et donc, ce n'est jamais une bonne pratique. Il faut rompre avec le gré à gré et puis faire compétir les entreprises. Est-ce que tous les marchés attribués sont du gré à gré? La plupart du temps, c'est du gré à gré. Je suis désolé, mais c'est du gré à gré. Et donc, il faut rompre avec cette pratique-là. Et puis ensuite, en matière d'infrastructure, on a eu une deuxième révolution à faire. Laquelle? C'est la révolution du chemin de fer. Vous savez, tous les pays industrialisés au monde ont un système de chemin de fer pour transporter la matière première vers l'usine, mais aussi transporter les produits finis vers la destination désirée. C'est le système le moins cher. Et donc, si nous voulons développer, industrialiser la Côte d'Ivoire, et au-delà de la Côte d'Ivoire, tout le continent africain, il faut mettre l'accent sur le chemin de fer. Et donc, cette deuxième révolution-là, il faut la faire. Depuis les indépendances, on n'a même pas construit un seul kilomètre de chemin de fer. Et le chemin de fer qui existe aujourd'hui, qui va jusqu'à Kaya, il a été construit avant la décolonisation. On n'a même pas ajouté un seul kilomètre. Et donc on a un seul chemin de fer, mais on ne peut pas faire de l'industrie avec ça. La preuve, c'est que vous constatez que la plupart des industries ont fleuri souvent le long de ces chemins de fer-là. Confréville, Cotivo, etc. Toutes ces usines-là ont fleuri. C'est pour dire que le chemin de l'industrialisation passe par le chemin de fer. C'est une révolution importante. Et la deuxième révolution, c'est les pistes rurales. Il faut les rendre praticables en toute saison. Et donc c'est comme ça qu'on pourra fluidifier les rapports entre le village, le campement et la ville industrielle. Melo, parlons à présent de la situation dans la région ouest-africaine, marquée par le terrorisme qui n'arrête pas de fragiliser plusieurs États et qui serait même aux portes de la Côte d'Ivoire. Vous, président de la République, quelle serait votre première décision en matière de sécurité intérieure et extérieure? D'abord, comme je dis, il faut avoir une autonomie en matière de politique de défense et de sécurité. C'est ce que j'ai appelé la souveraineté sécuritaire et défensive. Et il faut choisir des partenaires qui soient capables véritablement d'être utiles dans la lutte contre le djihadisme. Et donc, c'est ces choix-là qui vont permettre véritablement de combattre le djihadisme. Et il faut mettre en place une défense commune au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, si on a une défense commune, il est bien évident qu'on pourra co-gérer, et je veux dire, les infiltrations des djihadistes à travers les différents États. Vous savez, quelque chose que l'AES a fait d'intéressant, c'est d'avoir mis en place une défense commune entre les trois États. Bon, évidemment, aujourd'hui, ils sont en train de monter en puissance parce qu'ils forment beaucoup d'officiers, beaucoup de sous-officiers de militaires. Ils achètent beaucoup de moyens militaires. Ils sont même en train de développer un complexe militaire pour être de plus en plus autonome, ne serait-ce qu'en matière de munitions. Et donc, toute cette politique-là va permettre d'engager une véritable bataille contre le terrorisme. Et si la Côte d'Ivoire, qui a une puissance économique, s'ajoute, il est bien évident que ça donnera de l'ampleur à une défense commune en Afrique de l'Ouest. Et c'est comme ça qu'on pourra mettre dehors le djihadisme, qui est un produit du monde hégémonique. Hein. Le djihadisme a essaimé en Afrique de l'Ouest après la chute de la Libye. Mais pourquoi ils ont attaqué la Libye? Parce que la Libye était au cœur des institutions panafricaines. Vous êtes clairement en faveur de l'AES? Ah ben oui, moi je suis complètement en faveur de l'AES. Parce que c'est le même axe de l'Est? Ah ben certainement sur l'axe de la souveraineté. Parce que vous-même vous l'avez souligné. Aujourd'hui ils coopèrent avec la Corée, ils coopèrent avec la Turquie, ils vont chercher la technologie là où ils estiment que c'est utile pour leur souveraineté. Et ils construisent des complexes industriels sans avoir besoin de l'autorisation de qui que ce soit parce qu'ils ont mis en place une banque d'investissement commune qui permet d'engranger leur richesse en or et d'utiliser ça comme fondation pour lever des financements pour le développement. Donc c'est des exemples qui sont utiles pour la Côte d'Ivoire tout entière. Ils sont sur le chemin de la souveraineté. Sur le bilan sécuritaire de l'AES, vous dites il monte en puissance. Certains autres observateurs estiment que le résultat escompté n'est pas au rendez-vous, tant il y a la résurgence d'attaques terroristes ces dernières années, ces dernières semaines. Ben, c'est pas moins que quand la France avait en charge la gestion de la sécurité dans l'AES. Hein. C'est pas moins. Aujourd'hui, au contraire, il y a une vraie armée
une vraie armée qui s'organise, qui attire des armes, qui s'entraîne et qui... C'est ça le plus important. C'est pas qu'on vienne sous-traiter notre défense à une puissance extérieure, mais le simple fait d'avoir des partenaires qui soient capables de vous permettre de monter en puissance et de prendre en charge votre destin. Quelle est la différence entre traiter avec la France, par exemple, et traiter avec la Russie pour sa sécurité? Parce que certains vous disent, vous dites qu'on doit couper le cordon avec la puissance coloniale de l'époque, mais vous décidez d'aller vous mettre derrière la Russie, qui prendra simplement la place de la France. Ben, ça, c'est ce que j'appelle la propagande. Le Maroc a bien sa puissance militaire, mais elle coopère beaucoup plus avec la France qu'avec n'importe quel autre pays. Pourtant, son complexe industriel, eh bien, ils l'ont développé en coopérant avec tout le monde. Prenez l'Égypte. L'Égypte a été libérée par la Russie pendant la période coloniale et a armé l'Égypte. Mais l'Égypte a plusieurs partenaires, les Américains. Les Américains même sont beaucoup plus présents en Égypte qu'ailleurs. Et donc, c'est pour dire que la souveraineté, ça vous donne la liberté de coopérer avec qui vous voulez. C'est pas le fait d'échanger de maître par un autre maître, et puis la Russie n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Toutes les matières premières que nous avons dans notre sous-sol, ils en ont en quantité énorme et puis ils ne sont même pas nombreux. Et donc, vous savez, ces idées-là, écoute, la Russie a bien libéré l'Europe sous le nazisme. Mais l'Europe n'est pas devenue une colonie russe. Au contraire, c'est devenu une colonie américaine sur le plan défensif. Donc, si l'Europe, qui est une puissance coloniale, a besoin de coopérer avec les États-Unis pour sa défense, il est bien évident que nous, on a besoin de coopérer avec les plus grandes puissances militaires pour développer notre capacité défensive. Si l'Europe en a besoin, nous aussi on en a besoin. Et donc coopérer avec la Russie, il ne faut pas se le cacher, c'est la première puissance militaire au monde en matière de technologie défensive. Donc aller prendre le meilleur là où on peut l'avoir, il faut aller chercher. C'est comme la Chine, c'est comme la Turquie, ils ont des spécificités. Et il faut aller chercher le meilleur pour la Côte d'Ivoire et pour tout le continent africain. Selon nos informations, vous étiez récemment, il y a quelques jours, en Russie. Vous avez pu rencontrer Vladimir Poutine? Ça relève. Vous lui avez confié votre candidature? Ça relève. Est-ce que vous aurez le soutien de la Russie si vous êtes élu président de la République de Côte d'Ivoire? Ça relève. Ça relève de quoi, dites-nous? Ça relève des relations que j'ai. Donc, vous savez, certains se targuent d'avoir des relations en Occident. Moi, je me targue d'avoir des relations au sein des BRICS. Donc, c'est tout à fait normal que dans un monde multipolaire, eh bien, un homme politique a besoin de relations au niveau international. J'ai commencé par tisser mes relations avec la Chine, avec un certain nombre de pays, même la Turquie, quand j'étais conseiller d'Alpha Condé. Et aujourd'hui, je coopère avec la Russie et le monde des BRICS en général. Ça me permet d'avoir des relations et de savoir ce qui est meilleur chez eux, pour mon continent, pour la Côte d'Ivoire. Et donc, pour moi, je vais dire, c'est des relations qu'il faut entretenir. Parce que le monde est fait des relations, surtout un acteur politique. Pour revenir à la situation sécuritaire dans la sous-région, dans une interview fleuve diffusée sur les antennes de la télévision nationale du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a laissé entendre que la Côte d'Ivoire était une sorte de base arrière pour les groupes terroristes et que la Côte d'Ivoire aurait un accord de non-agression entre le pays et les groupes terroristes. Comment vous réagissez à cette assertion? Bon, pour le moment, je n'ai pas d'éléments qui me permettent, peut-être qu'il a plus d'éléments que moi, mais moi, je n'ai pas ces éléments-là qui me permettent d'affirmer cela. Mais je vais dire qu'il faut être conscient du fait que les rapports militaires entre la France et la Côte d'Ivoire, souvent, peuvent poser des problèmes. Parce qu'ils ont le droit d'aller et venir sur tout le territoire. Ils ont le droit de circuler partout sur toute l'étendue du territoire, et souvent même sans autorisation préalable. Donc, qu'est-ce que ça cache tout ceci? Je vais dire, c'est les accords de défense. Donc, pour moi, je vais dire... Est-ce qu'ils sont aussi toujours présents après la fermeture du 43e Lima, notamment? Vous savez, il y a beaucoup de sociétés militaires privées françaises qui opèrent en Côte d'Ivoire, donc c'est pas ça qui manque. Et puis, les accords existent. Je vais dire, ces accords-là peuvent être activés à tout moment et déplacés. Donc, vous, une fois élu président de la République, vous mettrez fin à tous ces accords? Ah oui, ça, je vais dire, c'est le minimum. Il n'y aura pas un remplacement de sociétés privées russes qui s'installeraient? Non, il faut développer la coopération multipolaire. Parce que nous sommes dans un monde multipolaire où on va prendre le meilleur là où il se trouve. Revenons au scrutin présidentiel du 25 octobre approché. À Ouadonelo, la campagne s'ouvre le 10 octobre. Comment vous entrevoyez votre campagne? Vous allez circuler dans toute la Côte d'Ivoire? Vous avez prévu d'aller partout? Aller partout en quelques jours, c'est un peu difficile. Absolument. Voilà, donc il faut faire des choix en fonction. Et quels sont les choix que vous avez décidé de faire? Parce qu'on a un programme. Et en fonction de ce programme-là, il y a des villes qui sont nécessaires. L'un des éléments clés de notre programme, c'est, je veux dire, la décentralisation et l'intégration avec les voisins. Je prends une ville comme moi, elle est en relation avec le Libéria et la Guinée. Et il faut faire un Abidjan bis, c'est-à-dire une zone industrielle tournée vers la Côte d'Ivoire, mais aussi vers les pays voisins. Et il faut une zone touristique et commerciale qui puisse avoir les mêmes attractivités qu'Abidjan et en même temps développer le chemin de fer et les autoroutes nécessaires pour relier à ces différentes capitales. Et puis avoir une économie commune. Il y a beaucoup de choses qu'on achète d'une manière informelle au Libéria et en Guinée, et il y a aussi beaucoup de choses qu'on achète de manière informelle, que les Guinéens et les Libériens achètent de manière informelle. Il faut formaliser tout ceci à travers une vraie politique de décentralisation qui donne, je vais dire, de l'attractivité à toutes ces villes frontières-là. C'est comme Korogo, c'est comme Man, c'est comme, dans l'Est aussi, etc. Bondoukou, à Bengourou, à Boissot, et puis en même temps, créer des cités culturelles, ce que j'appelle les cités culturelles. Vous prenez une ville
Comme Sakassou, c'est une cité culturelle. Comme Krendiabo, c'est une cité culturelle. Comme Kong, c'est une cité culturelle. Comme Ouaranene, c'est une cité culturelle. Comme le pont Aliane à l'ouest, c'est une cité culturelle. Et donc, c'est tout ce programme de décentralisation-là qui exige que nous allions vers ces points clés-là pour faire connaître notre vision du futur de la Côte d'Ivoire. Et donc, notre programme, il sera essentiellement lié à ça. Donc, vous irez notamment à Mans, à Korogo, ah ben oui, ça, à Bengourou, ça c'est clair. D'accord. Quelles sont vos chances de remporter cette élection présidentielle? Vous, qui finalement n'avez pas d'appareil derrière vous, vous n'avez pas le PPACI, encore moins le FPI derrière vous, vous êtes candidat indépendant. De mémoire, le seul candidat qui se rapprochait de candidat indépendant, du statut de candidat indépendant, c'était peut-être le général Gueye, qui a dû créer un mouvement en quelques mois. On sait tous l'histoire, comment ça s'est passé. Est-ce que vous pensez qu'un candidat indépendant, fût-il à Ouadamelo, a des chances de remporter une présidentielle en Côte d'Ivoire? Pourquoi les Ivoiriens, qui sont militants du PPACI, du FPI, du RHDP même, décideraient de laisser leur champion historique pour se mettre derrière Ouadamelo? Tout simplement parce que c'est des idées qui arrangent tous les Ivoiriens. La démocratie est une nécessité pour tous les Ivoiriens. Qu'on soit FPI, PPACI, PDCI, on a tous besoin. Vous savez, les rapports entre les Ivoiriens sont devenus tellement des rapports de méfiance que même souvent quand on va chez le voisin, on a même peur de boire de l'eau. Ça, c'est à l'actif des hommes politiques. Mais justement, il faut briser, je vais dire, ce mur de méfiance. Est-ce que vous êtes différent de ces hommes politiques? C'est parce que justement, comme je n'ai pas d'appareil politique, je ne suis pas l'otage d'un parti politique. Pour moi, la démocratie, c'est que tous les talents, d'où qu'ils viennent, doivent servir l'appareil d'État. Et c'est ce discours-là qu'il faut servir aux Ivoiriens. Pour ne pas qu'on assiste à des alternances qui excluent d'autres, ils sont obligés d'attendre pendant des années avant de revenir aux affaires. C'est geler une partie des intelligences du pays. Non, il faut utiliser tous les talents du pays. Je crois qu'une candidature indépendante a cette caractéristique-là que tous les Ivoiriens seront au travail. Donc c'est un discours à tenir, c'est une nouvelle façon de voir la Côte d'Ivoire à tenir. Et je pense que pour beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes qui sont conscients des plaies que nous vivons dans un contexte de parti-État et de multipartisme, pourront se décider à ma faveur. Et donc, il faut, comme je dis, la politique, c'est avant tout le renouvellement de la pensée. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que ma pensée va prendre le pouvoir. Beaucoup estiment que le principal favori de cette élection, c'est le président de la République sortant, le président Alassane Ouattara. Quelles sont vos chances, vous, de remporter cette élection face à lui? La campagne n'a même pas commencé. Lui, ça fait combien 15 ans qu'il utilise tous les médias d'État pour s'imposer, comme le développeur, comme celui qui crée la croissance, comme celui qui crée des infrastructures. Mais l'antithèse n'a jamais été présentée aux Ivoiriens. Et c'est l'occasion de présenter l'antithèse pour montrer qu'il y a d'autres voies qui peuvent permettre de faire le saut démocratique et souverainiste et aller ouvrir la Côte d'Ivoire vers les voies panafricanistes pour créer une Afrique où on peut circuler librement. Deux situations que je vous soumets avant de terminer cet entretien. Si le président Ouattara rempile qu'il a élu une nouvelle fois pour diriger ce pays, qu'il décide de faire un gouvernement d'ouverture et qu'il décide de vous inviter à rejoindre son gouvernement pour servir la Côte d'Ivoire, quelle serait votre réaction? Vous avez parlé de geler les intelligences de la Côte d'Ivoire. Tout dépend de l'offre. Est-ce que c'est pour démocratiser la Côte d'Ivoire ou bien c'est pour coopter quelques cadres à l'exclusion de tout le reste? Tout dépend de l'approche. Moi, je suis contre le parti-État. Et donc, si c'est toujours dans le cadre du parti-État, ça ne m'intéresse pas. Mais si c'est une vraie ouverture, si c'est une vraie ouverture où on va vers la démocratie, c'est-à-dire des rapports inclusifs entre les partis politiques, ça peut être intéressant. Parce que nous avons besoin d'amorcer le processus démocratique en Côte d'Ivoire. On a besoin, je vais dire, d'une sorte de transition qui puisse permettre à tous les acteurs politiques d'être ensemble pour créer les conditions consensuelles du jeu démocratique. Et je pense que si une telle ouverture est faite, il n'y a aucun problème. Mais si c'est toujours dans le cadre du parti-État où on copte quelques individus, ça ne m'intéresse pas du tout parce que j'ai beaucoup de choses à faire par ailleurs. Il y a un auteur qui a écrit, pour symboliser la situation politique en Côte d'Ivoire, qu'on est une démocratie sans démocrate. Évidemment, parce que la démocratie, c'est avant tout une culture. Vous savez, le plus difficile, c'est de créer cette culture démocratique-là. Parce que le droit à la différence n'est pas une donnée naturelle. Vous voyez, quand vous faites même des propositions qui sont différentes des propositions de votre leader, on dit vous avez trahi. Or, le charme de la démocratie, c'est le droit à la différence. Vous en avez souffert, ça? Non, parce que je suis conscient que je n'ai jamais trahi ni la démocratie, ni la souveraineté, ni le panafricanisme, qui constitue la colonne vertébrale de mon militantisme. Et donc, tant que je n'ai pas trahi la souveraineté, moi, c'est des mots qui ne me disent rien du tout, parce que ça n'a pas de sens, vous voyez. Je reste un démocrate, un souverainiste et un panafricaniste, et je le démontre en Côte d'Ivoire, en Afrique et à travers le monde. Nous voici au terme de cet entretien. Dans quelques jours, vous démarrez votre campagne. À quoi doit-on s'attendre? Dérouler une campagne qui puisse permettre de renouveler la pensée politique et de montrer qu'il y a d'autres voies et de mettre en face du régime actuel ses propres contradictions. Et le fait que nous soyons aujourd'hui bloqués sur le chemin de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Il faut tout simplement démontrer qu'il y a une autre politique possible pour accélérer le développement de la Côte d'Ivoire et partant l'intégration du continent africain. Merci beaucoup de nous avoir reçus pour cet entretien exclusif.